Bonjour à tous, donc moi c'est Céline Chanoine, je suis très heureuse d'être ici. Il y a 3 ans j'étais à votre place, c'était un petit peu moins impressionnant, à Caen. Donc l'école maternelle est une école qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai découvert après avoir enseigné quelques années en cycle 3 et cycle 2. J'y suis restée pendant 6 ans, dont 4 ans en petite section. C'est une classe qui m'a beaucoup appris, la petite section, et beaucoup questionné. D'où le début d'un Master 2 recherche à Rouen en 2014, où j'ai travaillé sur la construction de l'identité des enseignants de petite section. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de candidater sur un contrat doctoral à l'Université Picardie-Jules Verne en didactique des sciences sur l'éducation scientifique à l'école maternelle. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter une conférence qui s'intitule « Explorer le monde, objet pour jouer, objet pour apprendre à l'école maternelle ». Donc du coup, je suis un petit peu une enseignante en transition entre professeur des écoles et le titre de docteur que j'espère avoir d'ici la fin de l'année 2018. Ça m'a paru important qu'on présente toutes les deux parce que donc Laurence va se présenter après moi, mais ça permet d'avoir une double voix entre Laurence qui est enseignante en petite section et moi qui suis apprentie chercheur, et ça permet de répondre au mieux à vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi aussi je suis très contente et très honorée d'être ici, un peu impressionnée aussi parce que vous êtes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus grands que mes petits élèves. Alors, comme la plupart d'entre vous, je suppose, je suis professeure des écoles. J'enseigne depuis 24 ans et depuis 21 ans, j'enseigne en classe maternelle. C'était un choix de ma part dès le début. Je travaille dans une école en milieu rural. C'était une petite école. Quand je suis arrivée, j'ai travaillé dans une classe avec les enfants des 3 sections. Et puis notre école s'est agrandie. Il y a eu 3 classes, puis 2 classes. Et depuis ces ouvertures de classe, moi, je me suis spécialisée vers les petites sections. Il y a 3 ans, mon attention a été attirée par un message envoyé par la conseillère pédagogique de ma circonscription. C'était le message d'une enseignante qui était détachée pour des travaux de recherche et qui cherchait des enseignants pour travailler, mettre des projets en place dans des classes. J'en ai discuté avec mes collègues, on a trouvé ça intéressant. On avait conscience de ne pas mener suffisamment d'activités dans ce domaine, donc on s'est dit que c'était une occasion à saisir. Donc on a pris contact avec Céline et puis nous avons travaillé ensemble et nous voici ici. Alors je suis là pour commenter les séquences que Céline a observées dans ma classe. Il y a 3 séquences, une séquence sur les lampes de poche, une séquence sur les ballons et puis une séquence sur les perforatrices. Toutes ces séquences ont été préparées à partir du manuel « Explorer le monde des objets » édité aux éditions Retz. Donc ça va vous permettre de voir que c'est tout à fait possible de mener ce genre d'activité, même avec des enfants de petite section. C'est passionnant et puis c'est vraiment surprenant de voir la réaction des enfants. Bon, alors on va commencer donc voilà, la présentation en 4 parties, une introduction. Ensuite, le vif du sujet, donc quels objets pour jouer et apprendre, les gestes professionnels qui peuvent accompagner ces activités et les ressources qu'on a utilisées pour cette présentation. Alors, on est dans un monde en mutation scientifique, technologique et face à de grands défis environnementaux et humains. Par rapport à ça, on a une éducation scientifique en France qui est globalement peu satisfaisante si on regarde les résultats PISA 2015 qui montrent qu'ils sont assez préoccupants, tant le système français est plus inégalitaire que la plupart des pays de l'OCDE. Spécifiquement à l'école maternelle, on a le rapport IGEN et 2013 et les évaluations TIMSS en CM1 qui font le même constat préoccupant par rapport aux activités scientifiques. Et si on redescend donc jusqu'en maternelle, on voit que c'est une école qui est à la recherche d'un nouveau souffle, avec un rapport IGEN un peu en demi-teinte en 2011 qui pointait une organisation figée, une pédagogie qui se cherche. Et puis donc les nouveaux programmes de 2015 qui amènent
un peu de renouvellement et puis plus centré sur l'enfant. Et les assises de l'école maternelle dont on a déjà parlé hier, avec l'obligation scolaire à partir de 3 ans. Alors on va commencer rapidement, vous rappeler les ressources EduScol qui sont tout à fait intéressantes sur le monde, sur explorer le monde en maternelle. Je vais aller assez vite parce que ça vous pouvez en prendre connaissance et donc c'est pas vraiment l'objet de la présentation. On rappelle quand même donc la définition qui est indiquée dans ces ressources. Donc explorer. Donc c'est une action effective de chaque élève avec une part d'imprévu et donc d'improvisation pour l'enseignant. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément toujours évident. Vous verrez certains gestes justement qui peuvent être intéressants. On va vous montrer quelques vidéos quand j'ai pu filmer Laurence et d'autres enseignantes. Avec un horizon disciplinaire pour cette exploration du monde, mais on est vraiment dans un horizon lointain. Donc on a bien conscience que l'école maternelle n'est pas une école disciplinaire et qu'on vise vers ça, mais que ce n'est pas les disciplines qui doivent primer encore en plus en petite section. Des spécificités à prendre en compte. On ne va pas traiter forcément de la même façon le monde des objets que le monde du vivant, où il y a une part affective importante. Un tissage qui a été relevé par Frédéric Charles entre les différents domaines, c'est-à-dire qu'on ne va pas être que sur l'exploration du monde, il va forcément y avoir du langage, il va y avoir de la motricité, on va faire appel à différents domaines. Et donc l'idée, ça va être de viser une familiarisation pratique avec des objets, des phénomènes, des actions et des problèmes. Donc organiser des rencontres riches et variées de façon à constituer un capital d'expérience. Viviane Bouys parle d'un fonds d'expérience et le document sur le langage parle d'un répertoire commun d'expériences. Donc il va s'agir de rencontres corporelles mais aussi intellectuelles, comme nous allons le montrer dans les exemples. Alors, quelles élaborations intellectuelles on va viser pour les élèves ? Donc on utilise volontairement le terme d'élaboration intellectuelle qui est quand même plus large que le terme savoir ou concept, notamment en maternelle, pour justement ne pas projeter prématurément des logiques disciplinaires qui structurent les niveaux plus élevés de la scolarité. De la même façon que ces disciplines constituent un horizon, les savoirs et les méthodes scientifiques ou techniques sont des repères pour les enseignants, mais pas forcément des contenus à transmettre aux élèves de façon systématique. C'est vraiment l'esprit de ces ressources EduScol. Il va être important de penser la variété des modes d'expression de ces élaborations intellectuelles, forcément. Elles ne sont pas toujours exprimées avec des formulations canoniques et elles vont parfois être exprimées que par des actions matérielles. Et s'il y a une conceptualisation, on va parler d'une conceptualisation en acte ou en contexte, dans un contexte particulier, qui est donc d'une autre nature que la conceptualisation au sein des disciplines constituées. Par exemple, comprendre pourquoi un glaçon a fondu parce qu'on l'a laissé sur un radiateur, ou inversement, un pinceau dans un verre d'eau peut rester coincé si on le laisse dehors en hiver. Est-ce que c'est vraiment avoir appris les états de la matière ? Point d'interrogation. Donc, il est aussi essentiel de comprendre que ce qui se joue là, c'est la construction d'un point de vue plus rationnel pour une première vision objective du monde. Donc, il y a un tableau qui est très intéressant sur EduScol qui donne un peu des repères pour les activités, pour construire ce point de vue plus rationnel pour une première vision objective. L'idée, ça va être de passer donc d'un point de vue spontané de l'enfant et d'évoluer vers un point de vue plus rationnel. Donc, on peut repérer cette évolution de point de vue à 3 niveaux. Donc, d'un point de vue spontané, ils vont agir sur les objets pour obtenir des effets immédiats. Et l'idée, ça va être de leur faire agir sur les objets pour comprendre leur fonctionnement et les utiliser, par exemple, de façon efficace. D'un point de vue spontané, on va se limiter aux résultats de notre propre action. Enfin, les enfants vont se limiter aux résultats de leur propre action. L'idée, ça va être de les faire évoluer pour prendre en compte les essais des autres élèves.
Point de vue spontané, parler pour exprimer une demande pratique, donc par rapport au langage. Et l'idée, ça va être de parler pour dire sa pensée et la comparer à celle des autres. Donc ça, c'est un tableau qui est, je trouve, assez synthétique et qui reprend vraiment l'idée d'explorer le monde des objets, avec donc l'idée d'élaboration intellectuelle qui sont spécifiques pour la maternelle, comme je vous disais, donc des conceptualisations en acte et en contexte, et pas des conceptualisations qu'on peut trouver au collège ou au lycée, et trop guidées par les disciplines. L'idée, donc ça va être des élaborations qui sont accessibles aux jeunes élèves, mais qui sont aussi gérables par des enseignants qui ne sont pas scientifiques, pour la plupart. Et donc ça va être un accès à la culture des adultes, et donc on peut dire que c'est un premier accès à une forme de culture scientifique. Alors, dans ma recherche, il y a deux axes. Il y a un axe compréhensif. Pour cet axe compréhensif, j'avais envoyé des questionnaires. Je vous remercie d'ailleurs, parce que je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont répondu. J'avais envoyé des questionnaires. Il y a 640 enseignantes qui ont répondu. Ça a permis de faire des bonnes statistiques, etc. Donc, sur vos pratiques. Donc ça permet de comprendre comment vous menez les activités scientifiques en classe. Et il y a un autre axe de la recherche qui est un axe propositionnel. Donc à partir de ce constat, qu'est-ce qu'on peut proposer en classe qui soit, comme je disais, donc accessible aux enfants et gérable par des enseignants qui n'ont pas forcément de formation scientifique. Donc pour la partie compréhensive, rapidement, je vous avais demandé de décrire la dernière séquence Explorer le monde réalisée en classe. Et donc là, ce qui saute aux yeux, c'est que quand vous faites de l'éducation scientifique, dans 68% des cas, vous traitez du monde du vivant. Donc on voit bien que c'est vraiment prégnant dans les pratiques. Par contre, donc, le monde de la matière, 18%, et le monde des objets, 14%, alors que finalement, on va essayer de vous montrer que ce sont des activités qui sont facilement gérables en classe avec un matériel facilement accessible. Alors, on part du constat aussi, dans cette recherche, qu'il y a des incompréhensions réciproques, souvent, entre certains didacticiens des sciences qui ont tendance à projeter sur l'école maternelle des contenus et des démarches qui viennent du collège ou du lycée et d'essayer de les dévaluer pour les enfants de maternelle. Et puis, vous, en classe, donc, il y avait une approche plus pédagogique, en partant plutôt de logique interdisciplinaire et centrée sur l'enfant, et donc plutôt une approche ascendante. Donc l'idée, à partir de ce constat, ça a été justement d'essayer de trouver des activités qui vous étaient accessibles et qui étaient accessibles aux enfants. Parce que c'est vrai, quand on regarde les recherches en didactique des sciences, souvent, ça se termine... Ils font des recherches sur le collège, l'école primaire éventuellement, surtout le cycle 3. Et quand ils descendent en maternelle, on est en grande section, mais il n'y a pas grand-chose pour les petits et moyens. Donc là, voilà l'idée qui était à l'origine de la recherche. Bon, c'est bon pour l'introduction, donc maintenant on va voir ce qu'on peut faire. Alors, on commence par une séquence sur les ballons. Mon directeur de thèse, c'est Joël Bizot, qui a beaucoup travaillé à la mise en place, qui a imaginé, qui a travaillé à la mise en place de ces séquences. Et après, donc, moi, je les ai testées en classe, observées, vu les gestes professionnels qui pouvaient accompagner. Et voilà. Donc, mais en tout cas, je lui rends hommage parce que... il avait déjà bien entamé un travail tout à fait, qui m'a semblé tout à fait intéressant. Alors, c'est moi qui commence là. Okay. Donc, on travaille avec des ballons de baudruche. Au départ, donc, le ballon est avant tout un objet ludique. Donc, on est là sur le point de vue spontané, si on se réfère au tableau que je vous ai montré tout à l'heure. On apporte les ballons dans un grand sac poubelle. Les enfants reconnaissent que c'est des ballons même s'ils sont cachés. Et ce qui va leur sauter aux yeux tout de suite, c'est les attributs directement visibles. Après, quand on les a sortis du sac poubelle, donc la couleur et la forme. Donc là, on est vraiment sur le point de vue spontané.
commence et après on fait la vidéo. Comment? Je commence, après on met la vidéo. D'accord. Donc chaque séquence, enfin les séquences sur la lampe de poche et les ballons, on a commencé avec une séance de découverte où c'était vraiment du jeu. Donc de ce fait, les enfants sont immédiatement acteurs et ils sont en contact avec l'objet à étudier. La séquence avec les ballons a été un petit peu plus complexe à mener, en ce sens qu'il a été difficile de décentrer les enfants de la phase de jeu et d'arriver à canaliser leur énergie et leur attention. Donc la présence des ballons, vous allez le voir, a toujours généré beaucoup d'excitation chez les enfants, aussi bien dans cette phase de découverte qui là était vraiment une phase de jeu, que dans les autres phases, la séance où ils vont gonfler des ballons, puis la séance où on va mettre les ballons dans l'eau, vous verrez après. Donc vous allez voir, on observe les enfants, ils sautent, ils crient, ils sont débordants d'enthousiasme, des fois ils se cachent derrière moi parce qu'ils ont peur, enfin, c'est la fête. Donc là, c'est la première séance justement de découverte. Des ballons. On a raison. C'est des ballons. Ah mais là, j'arrive pas à l'ouvrir. Des ballons. Des ballons. Ouais, des ballons. Les enfants, Mehdi, Nils et Jason. Vous m'écoutez? Mehdi, stop. Alors, bien sûr que vous pouvez jouer un petit peu avec, mais sans crier, sans sauter, je ne veux pas que vous fassiez du mal. Alors, tu es jolie. T'as envie de prendre quoi? J'ai oublié de préciser une chose, on a été attentive à ce que ce soit des conditions de classe à chaque fois, mais là pour la découverte, on avait fait 2 groupes, un groupe en salle de jeu, un groupe qui était resté en classe avec la TSEM, mais bon après on fait des groupes en classe où à chaque fois il y a tous les autres élèves, donc vous entendrez, voilà, on n'est pas dans des conditions expérimentales où on a un groupe de 3 élèves, parce que ça on y tenait aussi, que ce soit possible dans un environnement normal de classe. Donc, au fur et à mesure, on va les amener à changer de regard sur le ballon, et donc le ballon va devenir un objet d'investigation collective. Et là, on va commencer à se poser des questions et attirer leur attention sur d'autres choses que simplement la forme, la couleur. Bon, voilà. Est-ce qu'il est plus gros quand on le gonfle plus longtemps? On peut sentir l'air qui en sort, on peut voir les bulles qui s'en échappent dans l'eau. Donc là, c'est la deuxième séance. Avec ton ballon. Regarde, ça, je viens avec le ballon. Ouais, alors. Attends, je vais le mettre sur là. C'est moi qui vais le gonfler. C'est moi qui appuie dessus. Non, chez moi. Regarde, ouais. Ouais, un ballon. Regarde. Attends. Ça. Oh, le ballon. Il est où ton ballon, Nils? Mon ballon bleu. Alors, bah, vas-y, essaye. Vas-y. Bien. C'est bien. Vas-y, Paul. Tu veux l'accrocher? Vas-y, on l'accroche. Non, Nils, tu les laisses gonfler? Allez, vas-y, on essaye de l'accrocher. Comment on fait? C'est difficile à accrocher? Regarde le mien. Fred. Regarde le mien, il est comme de fille. Il est gros. Alors, T'as pas fait ton ballon. va. Oh oui. Il y en a deux. Oh, attends, j'ai le ballon. Qu'est-ce que ça va faire? Quoi? Après, on va péter. Vas-y, Claude. Ça veut, il touche le ballon à toi. C'est gros? Ah oui. C'est gros. Il est pas mal gros que soi. Va. Attends, ouais. Vas-y, gonfler. Attends. Vas-y. Après, je mets tout mon ballon bleu. Il est tout gonflé. Alors,
pourquoi ça se dégonfle? Parce que quand on enlève, ça se dégonfle tout seul. Bah oui, mais pourquoi ça se dégonfle tout seul? Parce que quand ça a envie, ça a soufflé. Et le vent, il a enlevé le ballon. Le vent, il a enlevé le ballon? Oui. Et il était où le vent? Il était là-dedans. Où ça? Montre-moi. Là-dedans. Il est là-dedans le vent? Oui. Et après, il était dans le ballon. Et après, il était dans le ballon? Oui. D'accord. Alors, attends, on va essayer. Donc là, dans cette séance-là, effectivement aussi, on avait isolé le groupe pour que tous les enfants de la classe puissent avoir la même découverte des objets. Il fallait que chacun ait la même spontanéité et puis la même découverte. Donc là, les enfants, ils ont joué avec les ballons, ils les ont gonflés, parfois difficilement. Ils ont essayé d'utiliser les différents objets et puis ensuite, ils les ont mis dans l'eau. Donc moi, pendant tous ces moments, j'ai observé et puis j'ai essayé de saisir leurs remarques pour pouvoir les utiliser par la suite pour essayer de structurer un petit peu les apprentissages. Dans tous ces moments-là, en fait, il a fallu que j'enlève les objets des mains des enfants pour pouvoir discuter avec eux. Autrement, ils étaient vraiment captivés par l'action. Alors là, on va voir, au cours de cette séquence, par le thème même à étudier, j'ai été confrontée à des difficultés. Je voulais rendre l'invisible visible, et puis ça, évidemment, pour un enfant de 3 ans, c'est compliqué. Et moi-même, au cours de la séance, je demande aux enfants s'ils ont vu l'air sortir du ballon. Ben non, ils n'ont pas vu, évidemment. J'ai eu aussi, je me suis confrontée aussi à une difficulté langagière. Au cours de cette séance, quand ils manipulent les gonfleurs et les ballons, j'essaie de leur faire ressentir l'air qui sort du ballon ou du gonfleur. Et puis, je dis à un enfant, tu sens quelque chose? Une fois que j'ai dit ça, l'enfant, il approche son nez du ballon, puis il me dit, non, je sens rien. Donc, effectivement, pour lui sentir, c'était associé à une odeur, pas ressentir l'air sur son visage. Donc, en fait, au fur et à mesure de la séquence, je me suis trouvée confrontée à ces petites difficultés qui n'étaient pas prévues, mais bon, qui font la richesse aussi de cette découverte. Donc là, c'est dans les dernières séances, à la fin, donc on met le ballon dans l'eau, donc pour observer encore ce qui se passe. Ah mince. Vas-y, tu essaies de le mettre dans l'eau? Qu'est-ce qui va dans l'eau? Les ballons. Les ballons. Mais il faut la... Alors, regarde, on va essayer de mettre la petite main dans l'eau là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bulles. Ici, tu le lâches. Tiens-le là, ton ballon. Lâche-le ici, tiens-le là. Qu'est-ce que vous voyez? Des bulles. Des bulles? C'est quoi ces bulles? Qui sortent de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces bulles? Hein? C'est quoi ces bulles? Les bulles qui viennent. Les bulles, elles viennent du ballon? Quand je gonfle? Tu le tiens? Vas-y, tu peux le tenir. Attends, je vais le faire. Attends, je peux le faire. Ah non. Maintenant, ça mon tour. Donc là, au cours de cette séance, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des manipulations délicates. Il fallait réussir à gonfler le ballon, ce qui n'était pas toujours évident pour les enfants. Il fallait le maintenir fermé, le mettre dans l'eau, puis ensuite laisser l'air s'échapper doucement. Donc, les enfants ont essayé de manipuler, et après, c'est moi qui fais les manipulations pour que les enfants arrivent à se décentrer de leur action pour pouvoir essayer de faire des commentaires. C'était vraiment trop compliqué de les laisser manipuler et puis parler en même temps. Ils étaient vraiment trop focalisés sur ce qui se passait. Donc, ce
qui montre aussi l'intérêt quand on mène ce genre de projet, c'est de pouvoir installer un coin scientifique, un coin science dans la classe. Pendant la période où on travaille sur la séquence, on va laisser le matériel à disposition des enfants. Ils vont pouvoir là, effectivement, s'entraîner, manipuler librement. Et quand on va vouloir travailler avec eux pour essayer de structurer un petit peu plus leurs observations, ils auront plus de commentaires à faire et puis ils ne seront pas là focalisés par l'action puisqu'ils l'auront déjà vécu auparavant. Donc finalement, les enfants, ils ont manipulé, ils ont fait beaucoup de remarques pertinentes. Ils m'ont dit, il y a l'air dans le ballon, il est gros quand on le gonfle. Après, ils ont dit, il n'y a plus l'air dans le ballon parce qu'il est petit. Quand on était là, ils ont dit, il y a des bulles dans l'eau. Ils ont dit, le ballon, il est petit. Mais à aucun moment, ils ont dit, ce sont les bulles d'air qui sortent du ballon. Alors, moi, c'était un petit peu ce que j'attendais. J'attendais cette observation en fin de séquence, mais je ne l'ai pas entendue. Il y a un enfant qui a dit comme ça, il y a des bulles d'air, mais c'était plus une expression pour lui qui n'avait pas vraiment de sens par rapport à ce qu'il observait. Donc, je suis restée en suspens sur ces observations. J'ai hésité, je ne savais pas, on en a discuté avec Céline, je ne savais pas si c'était à moi de leur dire ce sont les bulles d'air qui s'échappent du ballon ou s'il fallait attendre que les observations viennent des enfants. Donc, comme visiblement ça ne venait pas, finalement on a décidé d'en rester là et puis on s'est dit peut-être ils n'étaient pas prêts, il fallait les laisser grandir un petit peu et qu'on pourrait reprendre là cette activité un peu plus tard. Donc là, ce qu'on observe, c'est que le ballon va devenir un objet de travail effectif, un objet de travail en soi. Et donc, il se transforme petit à petit. Il passe de l'objet singulier qui est nécessairement coloré et gonflé à un objet générique doté de nouveaux attributs. Et donc, on peut appeler ça peut-être un objet concept. Et donc, cette élaboration va être accessible aux jeunes élèves et gérable par des enseignants non scientifiques. C'est une sorte d'entrée dans la culture des adultes, une première culture scientifique. Donc, quelque chose que n'importe quel adulte normalement cultivé sait, ce que c'est qu'un ballon. Et là, on va justement permettre aux enfants de prendre conscience d'autres attributs du ballon. Alors, ensuite, l'aspirateur. Donc ça, je reprends les travaux de Joël Bizot. Et, donc voilà, alors une activité d'investigation à partir d'un objet familier, l'aspirateur, qui a été menée en 3 séances. Expression libre sur l'objet et son utilisation. Donc on n'a pas forcément l'aspirateur qui est présent à ce moment-là. Et là, on apprend beaucoup de choses sur qui utilise l'aspirateur à la maison, tout ça, toujours très intéressant. Donc ensuite, on va utiliser l'aspirateur pour aspirer des miettes, donc une utilisation normale d'un aspirateur. Et puis, ça va commencer à se gâter quand on va proposer aux enfants d'aspirer d'autres objets. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Ensuite, on va rechercher les objets aspirés dans l'aspirateur, élaborer un mode d'emploi et présenter ce mode d'emploi aux autres élèves de la classe ou à une autre classe. Et en dernière séance, schématiser le chemin des saletés, donc étudier le déplacement de l'air en même temps et donc le chemin de l'air. Alors, donc ça, c'est les premiers dessins qu'on peut obtenir sur l'aspirateur. Là, on est en moyenne section. C'est une séquence qui peut être menée en petite, moyenne et grande section. Donc les premiers dessins, on ne voit que l'aspirateur, mais en dessous, on a souvent la maman là, qui passe l'aspirateur. Voilà. On a des dessins toujours moins aboutis, mais chaque enfant sait ce que c'est qu'un aspirateur et fait un dessin. Alors, aspirer une perle. Quelle visée pour le maître et quel problème pour les élèves? Donc là, c'est la sortie de la sieste et en petite section. Si je mets une perle sur le tapis, est-ce qu'on pourra l'aspirer? Dit la maîtresse. Non, parce que sinon on ne pourra plus faire de collier. Elle ramasse la perle. Ah, on ne pourra plus faire de collier. C'est vrai que si on la perd, laisse-la sur le tapis. Où est-ce qu'elle va passer, la perle? En dessous. Elle va passer en dessous, oui, et après? Après, il faut l'enlever, ça va coller. On va peut-être essayer pour voir. Vous ne voulez pas qu'on essaie? Non, on va la perdre. Bon, donc là, on est un peu coincé quand même pour faire l'expérience. Donc là, on a un problème pour les faire changer de regard. Alors, la maîtresse finit par aller chercher quelques cailloux
qui seront aspirés puis récupérés un peu plus tard dans le sac de l'aspirateur. Un élève propose ensuite d'aspirer la perle. On y arrive. À partir du moment où ils acceptent d'aspirer la perle, c'est déjà à ce moment-là qu'il y a un basculement. Ils changent de regard, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus l'aspirateur pour aspirer les saletés comme à la maison, mais on va utiliser l'aspirateur pour voir comment il fonctionne, voir comment on peut récupérer la perle, etc. Donc à partir de ce moment-là, déjà, l'objet va changer de statut. Donc, aspirer une perle, donc si on garde un point de vue domestique, on aspire des saletés pour nettoyer. La perle, donc, n'est pas aspirable. Un point de vue scolaire ordinaire des enfants, on respecte le matériel scolaire. La perle sert à faire des colliers, donc on n'aspire pas les perles. Et donc, l'idée, ça va de les faire évoluer vers un point de vue scientifique scolaire. On fait des expériences pour comprendre le fonctionnement de l'aspirateur. Et pour ça, la perle ou la bille est un objet idéal pour cette expérience. Donc voilà, l'idée, ça va être ça. Là, on voit bien avec l'aspirateur. Et donc, on va voir un exemple après des gestes professionnels là, de l'enseignante qui, comme en maternelle, on est obligé d'utiliser différents modes d'expression pour voir ce qu'ont compris les enfants. Là, on voit que l'enseignante, dans cet extrait, elle travaille sur 3 modes d'expression à la fois, donc l'expression orale langagière, les gestes et le dessin. Donc c'est assez riche comme fonctionnement. Là. On est en moyenne section. Alors écoutez Romane. On l'a allumée. Oui. Elle est passée là. Elle fait le tour. Après, elle est ici dans le sac. D'accord, donc elle est passée dans quelle partie? Ça s'appelle comment ça? Elle est passée dans le tuyau pour arriver dans le sac. Moi je vais vous demander une chose. Oui, Richard, qu'est-ce que tu veux dire? Allez. Et quand elle est passée et dedans, après ça allait là-dedans. Dans le sac, c'est ça. Moi je vais vous donner le dessin d'un aspirateur. Il est déjà fait. Et vous allez juste... Et vous allez juste me faire le chemin de la bille dans l'aspirateur. Avec un feutre. D'accord? Quand elles passent de par terre et qu'elles arrivent dans le sac. Et ben je sais qu'il faut faire des ronds. D'accord, d'accord, vas-y. Vas-y, Inès. Elle a passé là. D'accord. Et donc maintenant elles sont... Moi j'avais envie de faire un trait dans le sac. Mais non. Est-ce que tu veux dessiner les billes dans le sac? Non. Non? Bon, alors tu écris ton prénom sur la feuille. Ça oui. Elles sont parties de là, puis elles sont arrivées ici? Non, je suis partie ici. D'accord. D'accord, ça marche. Ça y est, je suis elle. D'accord. Et alors, comment elle a fait la perle pour arriver ici? Elle a été dans le tuyau. Alors vas-y, dessine-moi quand elle va dans le tuyau. Voilà, il a su et après elle va tout seul dans le tuyau. D'accord, tu m'écris ton prénom, Romane, s'il te plaît? Voilà. Oui, elle. Moi, j'ai fini. D'accord, donc là c'est la perle. Et là c'est le chemin qu'elle a fait? Oui. D'accord. Oui, vas-y. Tu as fini avant? Non. Vous avez colorié mon aspirateur. Bah, l'aspirateur on le fera plus tard. Pour l'instant on s'occupe juste du chemin de la perle. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait toi, Léa? Ça, c'est toutes les saletés. D'accord. Et après, il a une paire qui rentre dedans. D'accord. Donc les saletés, elles passent d'où? Elles passent par où? D'accord. Très bien. Alors Laurence, elle est très humble, elle dit qu'ils apprennent naturellement le vocabulaire. Il n'y a pas besoin d'elle, elle pourrait s'effacer, il n'y aurait pas de problème. Bon, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai observé quand même. Pas toujours. Donc sur les gestes professionnels, il y a 3 grands gestes professionnels qui sont repris dans EduSchool d'ailleurs, qui m'ont paru importants pour permettre justement cette exploration du monde des objets par les élèves. Donc le premier geste, ça va être de conduire des discussions et des actions matérielles sans qu'il y ait toujours séparation entre les deux. Et ça, par rapport à ce qu'elle dit, au contraire, c'est compliqué. C'est compliqué que les objets soient là et de vouloir faire parler les enfants parce qu'ils ont tendance à vouloir toujours manipuler et pas forcément parler. Et si on enlève par contre complètement les objets,
ils n'ont plus de support et ils ne parlent plus. Donc c'est toujours un intermédiaire à trouver entre la manipulation et le langage, mais toujours quand même garder les objets à portée de main. Donc je vous montrerai un autre exemple de situation qui est intéressante. Ensuite, l'idée, ça va être d'orienter l'attention des élèves. On voit bien que Laurence, à plusieurs reprises, comme elle observe bien les élèves, sans intervenir un petit peu en retrait, elle arrive à capter l'enfant qui va faire justement son rond cassé, son rond pas cassé, et elle va se saisir de l'opportunité pour le faire parler. Et donc ça, c'est du langage improvisé, mais c'est très riche. Et le troisième geste va être d'étayer la formulation progressivement. On a vu dans l'exemple sur les ballons, par exemple, qu'elle garde la formulation initiale de l'enfant qui est du vent. Quand elle dit il y a du vent dans le ballon, elle reprend son terme pour pas tout de suite lui apporter un nouveau terme qui ne lui parle pas. Et au fur et à mesure des séances, on va pouvoir introduire ou pas, ça dépend, le bon terme. Mais le vent, voilà, ça allait bien à ce moment-là et elle a gardé ce terme-là. Donc pour organiser les moments d'exploration du monde, l'idée, ça va être d'insérer des moments dans un système global d'activités, des moments qui vont rendre possible et qui vont susciter le désir. Donc pour ça, les objets sont importants, le choix des objets est important. Il faut effectivement que les enfants aient envie de s'en saisir, de se les approprier, parce que bon, en petite section, sans leur envie, on ne fait pas grand-chose. Des moments qui peuvent être regroupés dans un parcours. Donc là, on avait fait 3 séquences dans l'année. On verra après comment on peut poursuivre. Des espaces et des modalités qui vont être semblables aux autres domaines. Et donc une alternance de moments d'exploration libre et des moments qui vont être plus focalisés. Donc on voit dans les perforatrices, quand ils font par exemple le mode d'emploi de la perforatrice, donc là on va plus se focaliser avec les photos, et puis il y a des moments vraiment où l'exploration est complètement libre, et c'est à ce moment-là que Laurence, elle observe bien ses élèves. Et ce qu'on observe dans ces moments-là, c'est certains enfants en difficulté, elle les laisse regarder les copains, elle ne les aide pas forcément, parce que s'ils persévèrent, qu'ils ne lui demandent pas d'aide, elle les laisse faire. Et puis, quand même, à la fin de la séance, l'idée, c'est que tout le monde ait réussi à faire un trou, au moins avec sa perforatrice. Donc, tout doucement, progressivement, elle amène tous les enfants à réussir à manipuler au moins une première fois la perforatrice, qui fait qu'on repart en séance numéro 2 avec tous les enfants ont réussi et donc on peut partir sur autre chose. Alors maintenant, on va parler des lampes de poche. Donc là, l'idée, c'est de réparer des lampes de poche qui sont en panne. Cette séquence, je l'ai observée en petite section et en grande section. Là, je vais me focaliser sur la première séance, qui est une séance de découverte. Et on voit que finalement, les enseignantes, par rapport à un même support qui était le manuel RETS, Explorer le monde, elles ne se sont pas emparées de la même façon de la séance. Donc ça, déjà, c'est un premier intérêt de voir comment vous vous emparez des outils qu'on peut vous fournir. Et puis, donc on va voir que les modalités spatiales vont jouer un rôle important. Donc, il y a une réflexion sur l'espace et le temps en maternelle, du coup, et des résultats qui vont pouvoir être généralisés à d'autres objets et à d'autres situations. Donc, cette première séance qui était proposée, elle a été réalisée de façon différente en grande section et en petite section. En petite section, donc Laurence, elle fait le choix de garder les propositions du manuel qui était de faire un atelier de réparation de lampe de poche dirigé, de faire en deuxième séance un atelier de réalisation d'une affiche et en troisième séance une présentation de l'affiche. L'enseignante de grande section, elle décide de regrouper un peu toutes ces séances. Donc sur la même séance, elle va leur faire réparer les lampes de poche, mais du coup, comme on n'est pas en atelier, elle fait une gestion collective. Ensuite, elle va leur faire dessiner la lampe et tout de suite passer au langage avec l'explication des pannes, donc dans la même séance. Donc
Là, j'ai fait un plan de la classe, la disposition spatiale qui était prévue en grande section. Donc on voit qu'on a, ça c'est les chaises des élèves. Donc là on a 2 élèves et une lampe de poche. Là on a 3 élèves, 2 lampes de poche. Donc sur la plupart des tables, il y a une lampe de poche seulement. Et il y a une table au centre avec ce qui peut aider à réparer la lampe de poche, donc des piles, des ampoules. Et l'enseignante, donc elle est au centre et elle navigue entre les différents groupes quand ils ont besoin d'aide, de matériel. Les enfants n'ont pas le droit de se déplacer pour aller chercher le matériel eux-mêmes. Donc on a un objet pour plusieurs élèves, donc ça empêche finalement des comparaisons entre les groupes. C'est-à-dire que le groupe qui a une seule panne de lampe de poche, parce que l'idée c'était de faire plusieurs pannes, certains avaient des piles en panne, d'autres des ampoules, d'autres la pile à l'envers, l'ampoule qui ne fonctionne pas ou l'absence d'ampoule. Et ils ont des essais de réparation qui sont entravés parce qu'en fait, l'enseignante, comme elle doit naviguer entre les différents groupes, et c'est elle qui distribue le matériel, du coup on a des enfants qui sont en attente, qui ne peuvent pas comparer forcément leur panne avec la panne du voisin. Donc voilà, au niveau de la construction d'un objet d'investigation scientifique, on est un petit peu limité. Par contre, il y a des choses qui sont très positives quand même. Donc on a des ruptures spatiales, c'est-à-dire que les temps du moment d'initiation scientifique donc, sont marqués par 3 ruptures. Une rupture entre un moment de travail en petit groupe, un moment de travail individuel et un moment de travail collectif. Et en même temps, on a des ruptures entre un moment de manipulation matérielle, donc qui se fait nécessairement en groupe, un moment de représentation par le dessin qui va se faire individuellement, et un moment langagier. Et toutes ces ruptures, elles se recoupent finalement, comme si la manipulation, c'était forcément une activité à réaliser en groupe réduit, comme si le dessin, bon, forcément une activité individuelle, d'accord, et l'activité langagière, une activité collective. Et on voit que ces ruptures, elles sont moins présentes en petite section avec ce qui avait été prévu. Je vais vous montrer après. Donc l'objectif didactique de construire un point de vue rationnel sur l'objet panne va finalement un peu disparaître par le fait justement qu'il n'y ait qu'une seule lampe. Donc on ne peut pas construire, chaque enfant ne peut pas avoir toutes les pannes possibles de lampe de poche. Par contre, on a l'objectif didactique de langage oral et écrit qui est bien présent dans la phase collective, qui repose sur l'objet panne, donc avec le dessin au tableau. Un objectif plus large de socialisation à travers la coopération, la confrontation des points de vue qui est finalement moins présent. Et le langage écrit, par contre, qui est très prégnant par l'essai d'écriture individuelle, qui était tout à fait intéressant là, parce qu'elle leur a demandé d'écrire pourquoi leur lampe était en panne. Et donc là, on voit l'enfant qui écrit pas de pile phonétiquement. Donc voilà, ça c'était hyper intéressant. En petite section, donc on est en atelier dirigé. Dans une première phase où il n'y a pas d'objet, on rappelle justement ce qui s'était passé en salle de jeu précédemment, c'est-à-dire qu'on avait voulu jouer à rechercher des objets dans le noir avec les lampes de poche, et puis pas de chance, les lampes de poche ne fonctionnaient plus. Donc l'idée, ça va être de les amener à dire qu'il va falloir donc réparer ces lampes. Et donc là, chaque enfant, on lui distribue une lampe fermée, et la lampe, elle est ou en état de fonctionnement ou en panne. Et ensuite, donc, une problématisation. Donc, dans un premier temps, chaque enfant a sa lampe de poche. Donc, on pourrait dire là qu'on est dans une manipulation individuelle qui n'aide pas forcément à confronter avec ce que fait le voisin, mais on observe quand même beaucoup de regards qui sont lancés à droite, à gauche. Donc, déjà, ils prennent des indices sur ce qui se passe tout autour. Donc, la disposition spatiale, elle est déjà très intéressante, même quand ils sont en manipulation individuelle, le fait qu'ils soient regroupés autour d'une même table. Et dans un deuxième temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le regroupement des objets au centre, donc par l'enseignante. Donc c'est des gestes qui peuvent paraître complètement anodins et simples, voilà, mais en fait ça a permis beaucoup de choses. Ça a permis que donc ce rassemblement des objets au centre de la table, ça a permis 2 actions en parallèle. Donc le recentrage sur l'objet du moment, mais l'objet au sens d'objet d'apprentissage, c'est-à-dire que chaque enfant va se recentrer sur la cause des pannes de lampe de poche, alors que certains étaient un peu
étaient un peu démobilisés, et ils vont se décentrer parallèlement de leur propre objet à eux. Et là, cette fois-ci, de l'objet au sens matériel, de leur propre lampe de poche. Et donc, ça va permettre aux enfants de s'intéresser aux autres et par extension, donc aux pannes possibles de toutes les lampes. Donc, on crée vraiment le concept de panne de lampe de poche. On passe de une lampe de poche en panne à plusieurs lampes de poche en panne et au concept de panne de lampe de poche. Donc, juste par des petits gestes tout simples qui se font naturellement pour certains enseignants et de façon moins naturelle pour d'autres. Et donc, on voit que là, Laurence, elle avait bien pensé de présenter les pannes l'une après l'autre. Et donc, les enfants avaient construit le fait qu'une lampe, pour fonctionner, avait besoin d'une pile et d'une ampoule. Et donc, on arrive à un enfant qui a une pile et il a une ampoule. Donc, l'enseignante lui fait remarquer, toi, tu as une ampoule. Et lui, il dit, oui, mais elle ne marche plus. Et puis, tu as aussi une pile. Ah ben oui. Et pourtant, la lampe, est-ce qu'elle fonctionne? Non, non. Alors, il y a déjà une ampoule. Alors, pourquoi est-ce qu'elle ne fonctionne pas, la lampe d'Aaron? Parce qu'elle a une ampoule et une pile. Et on voit là qu'on est déjà dans les prémices de la problématisation. Donc, c'est à un tout petit niveau, mais ça permet déjà de construire un premier point de vue rationnel et scientifique sur les choses. Alors, on peut faire des traces écrites qui sont tout à fait intéressantes. Donc, quelle était, là, la première trace, c'est quelle était la panne. Donc, ça permet d'introduire aussi des symboles, la croix, la flèche. Quelle était la panne de la lampe de poche? Donc là, il n'y a pas de pile. Donc, comment on peut faire pour symboliser le fait qu'il n'y ait pas de pile? Il n'y a pas d'ampoule. Alors, on va pouvoir proposer une progressivité en petites, moyennes et grandes sections en variant les différents types de pannes possibles. Donc là, en petite section, on s'était contenté de 3 pannes. Et puis, en moyenne et en grande section, on peut rajouter donc justement des piles qui sont à l'envers, des piles qui ne fonctionnent plus, des ampoules qui ne fonctionnent plus non plus, qui ne sont plus en état de fonctionnement. Là, on a de nouveau les images séquentielles pour faire un mode d'emploi de réparation de la lampe de poche. Et puis, on peut avoir aussi des traces individuelles où l'enfant va dessiner. Donc, même, bon, on était quand même en fin d'année, mais mars-avril, qu'est-ce qu'il faut pour que la lampe fonctionne? Donc, une ampoule et une pile. L'organisation spatiale en petites sections, elle va permettre finalement de construire un point de vue plus rationnel sur l'objet panne. Elle va permettre d'avoir un langage à visée explicative et argumentative. On a un langage écrit, comme je vous l'ai montré, avec les traces écrites qui sont bien présentes, avec un tableau des pannes, et un objectif plus large de socialisation qui est aussi très présent, puisque les enfants vont confronter leur point de vue et vont aussi s'entraider. On voit clairement que quand ils ont chacun leur lampe et qu'ils n'arrivent pas à la réparer, ils s'entraident. Donc on voit qu'on a 2 modes de gestion complètement différents de l'espace et du temps sur une séquence de départ qui était identique, décrite de la même façon, et qui va finalement conduire à des constructions de nature différente selon comment l'enseignant s'empare de la séquence qu'on lui a apportée. Et pour aller un petit peu plus loin sur l'explication de pourquoi vous vous emparez différemment des choses, donc là on a en fait on a tous des profils différents et finalement il y a une cohérence dans chaque séquence. Donc l'enseignante 1 qui est Laurence, a un profil plus scientifique, c'est spécialisé en maternelle. Donc les motivations pour la petite section, je pense que c'est le plaisir de travailler avec des petits. Après, il y a peut-être aussi une plus grande liberté dans la façon de gérer son travail, mais je crois que c'est plutôt le plaisir d'être avec des petits, l'impression d'avoir vraiment des forts échanges avec les tout petits. Et par contre, l'enseignante de grande section, avec un profil plus littéraire, était plus spécialisée, on va dire, dans l'apprentissage de la lecture-écriture. Et pourquoi elle enseigne en grande section? Parce que j'avais de grandes discussions avec ma collègue de CP sur la qualité de l'écriture, donc je n'étais pas du tout satisfaite quand ils arrivaient en CE1. Donc j'ai voulu aller voir un petit peu en amont ce qui se passait et comment on entrait dans l'écriture pour comprendre pourquoi ça marchait ou ça ne marchait pas. Et donc on voit effectivement dans sa séquence, ce qui l'intéresse, ça va être que les enfants arrivent à écrire phonétiquement pourquoi leur lampe est en panne ou pas. Donc elle s'empare de la séquence d'une autre façon, qu'on ne pouvait pas imaginer forcément au départ, mais qui est intéressante aussi.
On va revenir maintenant sur la dernière séance ballon en petite section. Ouais. Et lui, il fait des bulles? Non, parce qu'il est attaché. Parce qu'il est attaché. D'accord. Ah, il y a plein de choses. Donc il est attaché, donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, d'accord. Mais quand le truc, ça fait des bulles. Enlève tes mains. Oh, ça fait des bulles. Il y a des bulles, ouais. Non, les bulles. Regarde. Moi aussi, je trouve bien. Ouais. Moi, j'aime bien le Moi, j'en je l'ai tout petit après. Dans ma maison, j'ai fait des bulles. Avec l'eau, après, il y avait une partie dans ma maison. Et puis après, il y avait de l'air dans le ballon. Et puis après, quand on appuyait, il y avait des bulles. Donc, il y avait des grosses bulles et des petites bulles. Grosse bulle et les petites bulles. Alors, Les toutes bulles. Et après, les toutes bulles. alors, il est comment le ballon là? Et pourquoi est-ce qu'il est tout petit? Parce que quand tu as dégonflé avec quand tu appuies avec l'eau, et ben ça est tout dégonflé. Il est tout dégonflé, donc ça veut dire est-ce qu'il y a quelque chose encore dedans? Non, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de bulles. Il n'y a plus d'air. Mais est-ce que vous l'avez vu partir, l'air? Oui. Bah oui, Oui, comment? parce qu'elle est sortie dans l'eau. L'air est sorti dans l'eau. Est-ce qu'on l'a vu? Mais non, elle est toute blanche. Mais vous avez vu quelque chose dans l'eau? Oui, de l'eau, que de l'eau. Quand on a dégonflé le ballon, vous avez vu quoi? Je la vois pas parce que c'est tout. Quand le ballon, j'appuyais dessus, vous avez vu quoi? Après, c'est Alors, des bulles. écoutez, vous avez dit deux choses. Vous avez vu quoi? Vu deux bulles, et puis tu as vu quoi? Tu m'as dit, Maëlle? Il y avait de l'air. Il y avait de l'air. Et puis le ballon s'est dégonflé. Le ballon, il s'est dégonflé parce qu'il n'y a plus rien dedans. Non? Vous avez des bulles? Bon, là, il y avait de l'eau et je ramais un peu. Donc les enfants, clairement, ils n'ont pas établi de relation entre le ballon qui se dégonfle, les bulles et puis le contenu du ballon. Donc cette sensation d'inachevé, elle a généré quand même un nouveau questionnement et puis un petit peu un sentiment de frustration. Et puis ça a mis en évidence une nécessité pour nous, au sein de l'école, c'était pouvoir reprendre un travail sur l'année suivante. Puisque là, on avait vraiment l'impression de ne pas avoir terminé, mais puisque ça ne venait pas, ce n'était pas la peine de forcer le passage. Donc on a décidé avec les collègues de mettre en place un cahier d'activités à caractère scientifique dans lequel on va garder toutes les traces de ce qui a été fait au cours des séquences. Et le cahier va suivre les enfants tout au long de leur scolarité au cycle 1. Donc comme ça, l'année suivante, les collègues peuvent reprendre le travail et puis on a un support de démarrage. Donc ma collègue, en fait, on n'a pas refait la séquence l'année d'après, mais on l'a fait quand les enfants étaient en grande section. Les enfants ont pu regarder leur cahier pour se remémorer ce qu'ils avaient fait. Et puis, donc la même expérience a été faite en classe. Et là, enfin, les enfants, ils ont su dire « les bulles d'air sortent du ballon ». Bon, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai su après. Donc en petite section, ils n'avaient pas été capables de le dire, et en grande section, c'est venu naturellement. Ils avaient acquis suffisamment de maturité et puis d'expérience pour arriver à ce stade-là. Donc, au cours de la séquence, on avait essayé de tester un petit peu la représentation par le dessin. Donc, sur la gauche, vous voyez les dessins que les enfants avaient fait en petite section. Donc, le dessin du haut, je leur avais simplement laissé une feuille et je leur avais demandé de représenter ce qu'ils avaient vu quand on avait mis les ballons dans l'eau. Donc, ils ont essayé de dessiner la bassine, l'eau, le ballon, les bulles. C'est pas toujours très représentatif. Après, quand ils décrivent leur dessin, ils ont plein de choses à dire, mais si on ne le note pas tout de suite, on ne le sait plus après.
Donc ensuite, j'ai essayé de leur proposer un dessin qui était déjà fait, où je leur demandais juste de le compléter. Donc c'est le dessin que vous voyez en dessous, où donc j'avais représenté la bassine et puis j'avais repris en rouge comme elle était rouge dans la manipulation. Avec eux, je leur avais montré le trait bleu, ça représentait le niveau de l'eau, le ballon. Et là, en fait, on voit que les enfants arrivent à dessiner les bulles vraiment à l'orifice du ballon. Donc, ce qui est quand même signe qu'ils avaient observé ce qui se passait, qu'ils étaient capables de le représenter un petit peu. Et à droite, c'est le dessin qui a été fait cette fois-ci en grande section. Et là, ils ont fait une représentation sans aide de la part de l'enseignante. Donc là, un deuxième exemple. Ce qui est rigolo en tout cas, c'est que moi je suis allée à peu près pendant 3 ans du coup dans cette école et les enfants se souviennent très bien de ce qu'ils ont fait. Enfin, ça les a marqués en fait, toutes ces séquences avec les objets. Et même là, on disait pour les ballons, ils ont fait en petite section, ils les ont refaites qu'en grande section 2 ans après. Mais en fait, ils s'en souvenaient, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient fait. Donc bon, c'est encourageant. Dans le questionnaire, j'avais posé la question de savoir si vous travaillez sur la progressivité dans votre école. Et voilà les réponses que j'ai obtenues. Donc, il y a la possibilité, effectivement, comme disait Laurence, de mettre en place un cahier d'activités scientifiques qui est suivi sur les 3 ans et qui est riche parce qu'on voit comment les enfants évoluent et changent de point de vue. Mais il y a aussi d'autres initiatives qui sont intéressantes. Donc, la création d'un coin scientifique dans chaque classe, la mise en place d'un cahier, on en a parlé, la mise en place d'un travail commun aux différentes classes sur un thème déterminé pour une année scolaire, la définition des séquences à réaliser dans chaque classe sur les 3 années scolaires et la mise en place d'un projet au long cours dans l'école sur plusieurs années. Donc voilà le type de... Voilà. Ensuite, pour conclure, on peut poser donc la question de la professionnalité des enseignants de maternelle. Est-ce qu'on les qualifie de polyvalents? Et dans ce cas-là, finalement, on va faire le constat de carence dans chacun des domaines d'enseignement. Ou alors, est-ce qu'on peut le penser comme étant un spécialiste avec donc une capacité à concevoir et piloter des moments scolaires complexes, articulés avec d'autres moments? C'est ce que propose Frédéric Charles dans sa définition de la spécialité des enseignants de maternelle. Dans sa thèse en 2012, concevoir et mettre en œuvre des compositions complexes, maîtriser la connexité des contenus et tisser les différents moments scolaires, improviser, se préoccuper de l'enfant. Je pense que ça a été bien montré là, sur les vidéos qu'on a pu vous montrer. Donc les ressources, donc voilà, on s'est servi essentiellement de cet ouvrage. Il y en a d'autres. La bibliographie. Et puis, merci pour votre attention. On va juste conclure. C'est toi qui commence la conclusion? Oui. Donc, pour conclure, moi je voulais juste dire que la rencontre avec Céline et la réflexion que cela a suscité m'a permis essentiellement 2 choses. La première, c'était de m'affranchir de cette sorte de retenue qu'on a, enfin, au moins que moi j'avais, c'est on ne fait pas vraiment d'enseignement des sciences en maternelle et encore moins en classe de petite section, puisqu'en fait on ne suit pas la démarche scientifique. Et puis finalement, j'avais tendance à ne pas faire plutôt que d'avoir l'impression de mal faire. Et puis donc de mettre en place des vraies séquences d'enseignement dans le domaine de l'exploration du monde des objets. Donc c'est des séquences très faciles à mener et puis maintenant elles sont bien installées dans mes programmations. Et vraiment pour terminer, je voulais ajouter que c'était une vraie chance pour moi d'avoir pu travailler avec un enseignant qui fait des recherches. Ça permet d'avoir un regard extérieur sur sa pratique pédagogique, c'est rare mais vraiment très enrichissant. Et puis cela permet, puis ça oblige aussi un petit peu à prendre du temps pour échanger et puis réfléchir sur ce que l'on fait en classe. C'est vraiment un temps très précieux. Alors, merci Céline pour tous ces moments d'échange et puis cet enrichissement personnel. Et puis merci de m'avoir permis d'être ici. Et merci à tous les membres de l'AGEM de m'avoir invité. Et un grand merci pour votre accueil qui est vraiment de très grande qualité.
Moi aussi, je remercie Laurence beaucoup pour toutes ces séquences. Je remercie toutes les enseignantes et je pense que vous en faites partie aussi, qui ont répondu à mes entretiens, aux questionnaires, et dire vraiment que c'est très important, cette collaboration entre les enseignantes et les chercheurs pour faire progresser la recherche. Merci beaucoup.